Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est le principe issu du droit international selon lequel chaque peuple dispose ou devrait disposer du choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. L'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question, État dont la pleine souveraineté est souvent envisagée comme la manifestation de la plénitude de ce droit. Le principe a été réaffirmé par la Seconde Guerre mondiale dans la Charte des Nations Unies de 1945, qui inclut, parmi les buts des Nations Unies, celui de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Jean Fils-Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, page 187. Caméra et montage Technical Fowl Productions, direction artistique et de la photographie Winnie J. Microphone Jean Fils-Aimé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Ce matin, nous allons parler de la crise afghane. Nous allons parler de ce qui se déroule de nos jours en Afghanistan. Pas pour reprendre des éléments que vous connaissez déjà ou que toute personne moindrement informée sait déjà, mais c'est pour y poser sur cette crise afghane une lecture afrocentrique. Et nous le ferons, n'est-ce pas, à partir du paradigme qu'on appelle l'autodétermination des peuples. Car, quoi qu'on dise, quoi qu'on prétende, l'enjeu véritable, l'enjeu fondamental derrière cette crise afghane est le suivant. Est-ce que les Afghans, eux aussi, ont le droit de disposer d'eux-mêmes, ont le droit de décider du régime politique ou du type d'État qu'ils veulent sans aucune influence étrangère? Et si nous nous intéressons à cette question, ce n'est pas tant parce que la crise afghane s'impose à notre réflexion, elle s'impose à notre réflexion, mais c'est parce que la crise afghane a énormément de leçons à nous enseigner, à nous les afrodescendants. La crise afghane peut servir de grille de lecture pour comprendre d'autres crises dans des pays africains ou dans des pays d'afrodescendants. Je vous veux éveiller, nous allons nous dire les vraies affaires ce matin, comme chaque dimanche matin d'ailleurs. Pour ce faire, vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, de tisane, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Avez-vous le dernier livre du docteur Jean Fils-Aimé? Si, le prochain livre du docteur Jean Fils-Aimé sort cette année. Il s'intitule Être noir, une fabrication occidentale. Comment détruire la matrice? Suivez nos annonces, vous pourrez le commander en pré-vente très bientôt. Le livre sera disponible en français et en anglais. Restez à l'affût. On est ensemble. Avant la pause, on s'était promis de s'intéresser à la crise afghane. Pas tellement pour commenter l'actualité, mais parce que la crise afghane, je l'ai déjà dit, constitue, si vous voulez, un laboratoire qui nous permettra de comprendre à bien des égards des crises qui se déroulent ou qui se sont déroulées dans nos pays africains ou bien dans nos pays d'afro-descendants. Pour comprendre donc le contenu de l'émission, nous avons l'obligation pédagogique de commencer par vous rappeler un certain nombre d'éléments historiques récents en ce qui a trait à la présence
occidentale en Afghanistan. Ceci va nous permettre, n'est-ce pas, d'aller encore plus loin, de brosser les grands pans, les grands traits de l'histoire afghane elle-même. Et une fois cette mise en contexte faite, vous allez comprendre, n'est-ce pas, ce qui est véritablement en jeu dans cette crise afghane. Bon. Rappelons un certain nombre d'éléments récents. Beaucoup d'entre nous n'auraient aucun intérêt à l'Afghanistan, n'étaient les attentats du 11 septembre 2001. On s'en souvient, il y a bientôt 20 ans, le 11 septembre 2001, des actes terroristes ont été perpétrés sur le territoire américain, des avions ont été détournés vers les tours jumelles du World Trade Center, un autre avion a été détourné vers le Pentagone, bilan 3000 morts. Rapidement, ces attentats ont été revendiqués par un certain Ben Laden, dont on n'avait pas encore entendu parler, même si cet homme était jusque-là un collaborateur des Américains, je vous expliquerai tout à l'heure. Et non seulement a-t-il revendiqué ces actes terroristes, mais on a su qu'il se retrouvait justement sur le territoire afghan, protégé alors par les talibans. Les Américains ont demandé aux talibans de le livrer, ces derniers ont refusé, et donc, devant leur refus, les Américains ont décidé d'envahir l'Afghanistan un mois plus tard, soit depuis le mois d'octobre 2001. Les États-Unis, avec les Britanniques et d'autres États du monde occidental, sont entrés en guerre contre l'Afghanistan et y sont restés pendant près de 20 ans, c'est-à-dire jusqu'au retrait actuel auquel nous sommes en train d'assister. Bon. La mission des Américains ainsi que de celle des Occidentaux était claire: libérer le peuple afghan des talibans qui nous ont été présentés comme des terroristes, comme des gens brutaux, comme des gens qui n'aiment pas les femmes, des gens qui ne sont pas pour l'éducation des femmes, bref, des gens qui veulent tout simplement faire retourner l'Afghanistan à l'époque du Moyen-Âge. C'était ça donc la mission des États-Unis en Afghanistan: libérer les Afghans de l'emprise des talibans, moderniser l'Afghanistan, y mettre des institutions démocratiques, renforcer les institutions démocratiques, aider à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et permettre, n'est-ce pas, au peuple afghan de vivre, n'est-ce pas, sous de meilleurs jours. À un moment donné, cette mission va même s'appeler la liberté immuable. Et cette liberté, vous l'aurez compris, elle était censée être apportée par les Occidentaux, les Américains en tête. 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est? Avant de répondre à cette question, cela vaut peut-être la peine de s'intéresser au bilan en termes de coûts humains, au bilan en termes de dollars. J'ai un certain nombre de chiffres que je voudrais partager avec vous dans ce segment-ci de l'émission. Lorsque les Américains sont arrivés, n'est-ce pas, en Afghanistan, je vous l'ai dit, en 2001, soit environ un mois après les attentats du 11 septembre, n'est-ce pas, 2001, eh bien, à un moment donné, on avait jusqu'à 120 000 soldats américains sur le territoire afghan. Au fur et à mesure que les années passèrent, ces troupes furent réduites à 110 000, 100 000, 90 000 pour être, n'est-ce pas, moins de 10 000 jusqu'au retrait actuel auquel nous sommes en train d'assister. En termes de coûts humains maintenant, en termes de vies humaines, quel est le bilan de cette longue présence occidentale, de cette longue présence américaine sur le territoire afghan? Encore une fois, je rappelle, les Américains sont entrés en Afghanistan en 2001.
dans le but noble de libérer les Afghans des méchants talibans, dans le but d'y instaurer la démocratie, dans le but d'établir l'égalité homme-femme et de faire en sorte finalement que les Afghans connaissent de meilleurs jours avec eux les Américains qu'avec les talibans. Et juste avant de répondre à cette question, qu'est-ce qu'il en est 20 ans plus tard, nous allons nous intéresser aux coûts humains, nous allons nous intéresser aux pertes humaines. Bon. Du côté américain, puisque c'est les Américains qui nous donnent des chiffres, donc on va commencer avec eux, même si ce ne sont pas les chiffres les plus imposants. Du côté américain, plus de 2300 soldats ont été tués. Plus de 20 000 blessés du côté américain. Du côté des soldats britanniques, puisque les Britanniques sont les plus fidèles alliés des Américains, et ils ont une longue histoire, les Britanniques, avec l'Afghanistan, puisque l'Empire britannique s'est étendu sur toute cette région-là, sur la région qu'on appelle aujourd'hui le Pakistan, l'Inde, l'Afghanistan. Eh bien, dans cette guerre qui aura duré 20 ans, les Britanniques ont été les plus loyaux alliés des Américains. Eh bien, eux aussi ont perdu plus de 450 soldats et des centaines d'autres soldats de diverses nationalités ont été tués. Mais le véritable coût humain, ce sont les Afghans qui l'ont payé. Écoutez bien. Plus de 60 000 membres des diverses forces de sécurité afghanes ont été tués. Et du côté des civils, cette longue guerre de plus de 20 ans a fait plus de 111 000 morts ou blessés du côté des civils. En sorte que la présence américaine en Afghanistan aura été l'une des guerres les plus meurtrières des 20 dernières années, non seulement pour les Américains eux-mêmes, pour les Britanniques, mais surtout, j'allais dire d'abord et surtout, pour les Afghans qui ont perdu du côté de leurs troupes plus de 60 000 membres et du côté de la population civile, plus de 111 000 personnes. C'est pas pour rien que je vous ai rappelé déjà à quelques reprises la mission que les Américains s'étaient donnée, le but qu'ils poursuivaient lorsqu'ils sont entrés en Afghanistan. Et vers la fin de l'émission, nous allons devoir répondre à la question: est-ce que les Américains, est-ce que les Occidentaux ont atteint leur but noble d'instaurer la démocratie, d'élever les femmes au rang égal avec les hommes, d'offrir un style de vie meilleur aux Afghans qu'ils n'en ont connu jusque-là et surtout de délivrer les Afghans des talibans? Vous savez, si on fait un léger sondage auprès des Occidentaux, si on fait un léger sondage auprès de monsieur et madame tout le monde au sujet de l'Afghanistan, eh bien, on ne dira pas grand-chose sur l'Afghanistan. On a l'impression de ce côté-ci, n'est-ce pas, du monde, de ce côté-ci du globe, on a l'impression que, eh bien, l'Afghanistan, c'est un territoire montagneux, un territoire pauvre, si bien qu'à bien des égards, j'ai déjà entendu des gens se demander, mais pourquoi les Occidentaux s'intéressent-ils tant à un pays qui nous paraît tellement pauvre, qui nous paraît dépourvu de tout? Ce serait une erreur grave à ne pas commettre, pour deux raisons. Dès que les Occidentaux s'intéressent à un pays, vous pouvez être sûr que c'est un pays riche. Dès que les Occidentaux s'intéressent à un territoire, vous pouvez être sûr que, soit pour des raisons géopolitiques, ou pour des raisons de ressources, ce pays recèle des éléments, ce pays recèle des ressources qui vont répondre aux besoins des Occidentaux eux-mêmes. Voilà pourquoi je voudrais à ce stade-ci de l'émission prendre le temps de vous présenter les grands traits de ce pays
qu'on appelle l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est un pays de l'Asie centrale qui recouvre une superficie de 652 860 km² pour une population de 38 millions d'habitants. Donc déjà en termes de superficie, c'est un pays énorme. Et au niveau de la population, c'est un pays qui s'impose aussi, de par, n'est-ce pas, sa démographie, 38 millions d'habitants. C'est un pays, n'est-ce pas, à majorité musulmane, même si quand on dit pays musulman ici, on se retrouve souvent avec des conflits religieux parce que vous avez des sunnites et vous avez des chiites qui s'entretuent pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses. C'est aussi un pays multiethnique dans lequel on retrouve, n'est-ce pas, 4 principaux groupes ethniques, les Pashtuns, 38%, les Tadjiks, 25%, les Hazaras, 19%, et les Ouzbeks, 6%. C'est un pays qui revêt une grande importance du point de vue géopolitique, et cela n'a pas commencé dans les temps modernes, cela remonte, imaginez, dans l'Antiquité, déjà à l'époque d'Alexandre le Grand, car de par son positionnement géographique, c'est un pays qui donne accès par exemple à l'Inde. Quand Alexandre le Grand partait à la conquête de l'Inde, eh bien, il devait passer par l'Afghanistan. C'est un pays important parce que il partage, n'est-ce pas, des frontières avec la Chine, avec le Pakistan, avec l'Iran. Et la Russie s'y est toujours intéressée, la Russie soviétique d'alors, n'est-ce pas, va l'occuper pendant près de 10 ans. Et avant même l'occupation militaire de l'Afghanistan par les Russes, eh bien l'Afghanistan était déjà le théâtre d'influence opposée entre les États-Unis et les Russes. En sorte que, ne serait-ce que du point de vue géopolitique, l'Afghanistan revêt une importance capitale. Et ce n'est pas parce que les Occidentaux sont forcés aujourd'hui de partir dans le chaos, abandonnant les rêves, n'est-ce pas, qu'ils avaient promis au peuple afghan, abandonnant les idéaux qu'ils s'étaient donnés au moment d'entrer en 2001. Ce n'est pas parce que, dis-je, les Occidentaux laissent aujourd'hui dans le chaos qu'ils vont arrêter de s'y intéresser. Déjà, on sent un intérêt renouvelé des Russes pour l'Afghanistan et on sent que la Chine est en train de pousser ses pions pour être massivement présente en Afghanistan. Si on s'intéresse à l'Afghanistan, je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement à cause de son positionnement, ce n'est pas seulement pour des raisons géopolitiques, mais si on s'intéresse à l'Afghanistan, c'est parce que l'Afghanistan, c'est un pays très riche en ressources. D'abord, sauf pour le diamant, on retrouve en Afghanistan à peu près tous les métaux précieux. Il y a des pierres précieuses qu'on ne retrouve qu'en Afghanistan et ces pierres s'y trouvent en grande quantité. On y retrouve, n'est-ce pas, du pétrole. Malgré le fait que c'est un pays montagneux qui fait face très souvent, n'est-ce pas, à de la sécheresse, c'est un pays pourtant riche en eau. Cela ne demande que les technologies pour l'exploiter. Et donc, c'est un pays immensément riche. Et vous comprendrez alors pourquoi, non seulement d'un point de vue géopolitique, mais également pour ses ressources, ce pays a toujours été l'objet de la convoitise de l'Empire britannique, n'est-ce pas, avant les Russes, et avant c'était l'Empire grec qui s'est intéressé. Dans les temps modernes, ce sont les Russes qui s'y intéressent, ensuite les Américains et aujourd'hui la Chine. Et vous notez que quand un pays fait l'objet de la convoitise de tant de puissances étrangères, la première perdante sera sa population. On va parler de démocratie, on va parler d'égalité homme-femme, on va parler de l'éducation de la femme, etc. On va parler de la nécessité pour le peuple afghan d'avoir droit à une vie meilleure. Tout cela, c'est pour la consommation internationale, mais quand on y regarde de près, on réalise que ce qui est en jeu,
c'est l'autodétermination des peuples. Est-ce qu'on va laisser un pays si riche, est-ce qu'on va laisser un pays avec une si grande superficie se gérer par lui-même, ou bien est-ce que nous, les puissances étrangères, on parle des Britanniques, on parle des Russes, on parle aujourd'hui des Chinois, autrefois on aurait parlé des Grecs, n'est-ce pas? On parle des Américains. Est-ce qu'on va laisser ce peuple-là se doter du régime qu'il aura choisi, ou bien est-ce qu'on va essayer d'influer sur le mode de vie de ces gens-là au nom de la modernisation, tandis que le véritable enjeu consiste à détourner, n'est-ce pas, les ressources de ce pays, de sa population pour en faire autre chose. Et tout à l'heure, lorsque je parlais des ressources immenses de l'Afghanistan, j'oubliais presque de vous dire que l'Afghanistan, c'est le premier producteur de l'opium au monde. Quand on dit opium, n'est-ce pas? Eh bien, l'opium, c'est souvent la matière première qui est à la base de beaucoup de produits médicaux. Et donc, cet opium-là, il est important pour le monde occidental. Et donc, le monde occidental va continuer à s'intéresser à l'Afghanistan parce que c'est le premier pays producteur au monde de l'opium. Pour comprendre la crise afghane moderne, il faut remonter au moins dans les années 60. Que s'est-il passé alors? Eh bien, il y a un roi, un jeune roi du nom de Zahir Shah, qui a fait de longues études, n'est-ce pas, en France, et donc pétri de culture occidentale, pétri de culture française, qui est donc rentré en Afghanistan et qui a accédé au trône en remplacement de son père. Et lui, lorsqu'il est parvenu au trône, il n'avait qu'un seul objectif: moderniser l'Afghanistan, franciser ce pays, pour ainsi dire, l'occidentaliser, c'est-à-dire chasser le mode de vie traditionnel de l'Afghanistan et remplacer ce mode de vie par un mode de vie plus occidental, un mode de vie plus français, un mode de vie plus moderne, quoi. Et donc, cet homme sera soutenu par les Français, il sera soutenu par les Occidentaux parce que son intention était d'introduire dans son propre pays un mode de vie occidental. Ce que je dois vous rappeler, c'est que l'Afghanistan, c'est un pays qui a une longue tradition de vie tribale, qui a ses pratiques, qui a ses coutumes, et la population afghane est très confortable avec ces coutumes-là. La population afghane est très confortable avec ce mode de vie-là, en sorte que les réformes que le roi Zahir Shah a voulu introduire dans les années 60 ont été très mal reçues. De partout, surtout dans les régions éloignées de l'Afghanistan, dans les régions montagneuses, n'est-ce pas, de partout donc, on opposait une forte résistance aux réformes occidentales du roi Shah, et très rapidement, le roi Shah donc sera renversé en 1973 par son propre cousin. Donc le roi Shah va subir un coup d'État pour les réformes qu'il a voulu introduire, les réformes de modernisation, les réformes d'occidentalisation. Bref, il a été renversé entre autres parce qu'il a cherché à imposer aux Afghans un mode de vie français, un mode de vie occidental. Ce qu'on comprend a posteriori, c'est que même dans les résistances auxquelles faisait face le roi Shah, il y avait déjà cette guerre par pays interposé entre la Russie soviétique d'alors et les Américains. Chacun, les États-Unis d'Amérique ou la Russie soviétique, cherchait à attirer la population afghane de son côté. Les Américains investissaient beaucoup d'argent pour, n'est-ce pas, faire miroiter à la population afghane le mode de vie américain, tandis que les Russes, n'est-ce pas, y allaient par des bourses
qu'ils accordaient ces Russes-là aux étudiants afghans. Ils y allaient par des formations qu'ils offraient aux militaires eux-mêmes, en sorte que bientôt, la plupart des soldats afghans, du moins les cadres, n'est-ce pas, les officiers de l'armée afghane, ont été formés par la Russie soviétique d'alors. Et lorsque ce coup d'État a été perpétré par le roi, contre le roi Shah par son propre cousin, on a compris que la Russie soviétique donc venait de gagner une première manche dans cette guerre d'influence dont l'Afghanistan était le théâtre, guerre donc entre les États-Unis et la Russie soviétique puisque nous étions en pleine guerre froide. Et donc, le cousin du roi Shah sera soutenu par les Russes et bientôt l'influence russe va se faire sentir de plus en plus en Afghanistan et lorsque le cousin du roi Shah va lui-même faire face à d'autres mouvements d'opposition de la part d'autres ethnies, de la part d'autres groupes politiques, eh bien, les Russes n'attendaient que cela pour entrer en Afghanistan. Et c'est ainsi donc que les Russes vont occuper l'Afghanistan de 1979 jusqu'à grosso modo au début des années 90. Pendant l'occupation militaire de l'Afghanistan par la Russie soviétique, là, les États-Unis vont se donner, n'est-ce pas, à cœur joie à toutes sortes de mouvements d'opposition. Les États-Unis vont financer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le mouvement des Moudjahidines, ces gens-là qui vont se soulever contre les Russes et qui vont utiliser toutes sortes de techniques de guérilla, qui vont poser toutes sortes de gestes terroristes afin de chasser l'occupant russe. En ce moment, les actes terroristes et les terroristes eux-mêmes étaient financés, devinez par qui? Par les Américains. Ils étaient financés par les Pakistanais. Ils étaient financés par l'Arabie Saoudite car ils voulaient que l'Afghanistan ne soit pas un territoire stable et que par son instabilité, les Russes, n'est-ce pas, puissent être découragés et partir. Et c'est pendant l'occupation russe de l'Afghanistan qu'on va entendre parler pour la première fois d'un certain Ben Laden qui fut en ce moment-là un allié de l'Arabie Saoudite, qui fut en ce moment-là un allié du Pakistan, qui fut en ce moment-là, retenez bien le terme, un allié des États-Unis d'Amérique. Car l'ennemi de mon ennemi était mon ami. Puisque Ben Laden était l'ennemi des Russes d'alors, puisque Ben Laden animait toutes sortes d'oppositions et posait toutes sortes de gestes terroristes pour forcer les Russes à laisser le territoire afghan, les Américains y ont vu un ami et ils n'ont pas hésité à investir en Ben Laden de l'argent, à investir en Ben Laden, n'est-ce pas, des armes, à investir dans des hommes de Ben Laden, dans toutes sortes de formations, de tactiques militaires, etc., en se servant du voisin de l'Afghanistan, le Pakistan. Et l'argent qui soutenait les troupes de Ben Laden transitait soit par le Pakistan, transitait soit par l'Arabie Saoudite qui investissait, dit-on, jusqu'à 80% du soutien monétaire que recevaient les hommes de Ben Laden. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui nous attendent. Un beau cadeau à se faire, à offrir à nos proches. On est ensemble. C'est ainsi donc qu'après 10 années d'occupation difficile pour les Russes, soit de 1979 à 1989, les Russes vont devoir laisser l'Afghanistan. Pour quelle raison? Parce que les Afghans se sont toujours opposés à toute occupation étrangère. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour comprendre plus tard
pourquoi les Américains aujourd'hui doivent partir la queue entre les jambes? Les Afghans n'aiment pas les occupations étrangères. Ils n'ont pas aimé, si vous voulez, l'influence britannique d'avant. Ils n'ont pas plus aimé l'occupation russe, pas plus qu'ils n'aiment aujourd'hui l'occupation américaine, l'occupation occidentale, en sorte que les Américains ont dû partir dans le chaos, ne laissant que, environ 600 troupes à l'aéroport international de Kaboul. Donc les Russes sont partis parce que les Afghans s'opposent à toute occupation étrangère. Cependant, une fois les Russes partis en 1989, l'Afghanistan va redevenir le théâtre d'influences étrangères par pays interposés. C'est ainsi donc que l'Afghanistan va entrer dans une longue période de guerre civile, dans une longue période d'instabilité politique, période animée par le Pakistan d'un côté, par l'Iran, et par les États-Unis d'Amérique, en sorte que tel chef de guerre va s'opposer à tel autre seigneur de guerre, telle ethnie va s'opposer à telle autre ethnie, et on a l'impression de ce côté-ci du globe que c'était un pays impossible à gérer, c'était un pays impossible à vivre, sauf que lorsqu'on y regarde de plus près, on réalise que la main du Pakistan, la main des Américains, et l'Iran, donc la main étrangère, n'est jamais sortie de l'affaire souveraine des Afghans. Et puisque, comme on l'a dit, c'est un pays avec d'immenses ressources, c'est un pays riche en opium, riche en toutes sortes de métaux et de pierres, n'est-ce pas, précieux, métaux et pierres précieux, eh bien, on a compris que les guerres civiles auxquelles on assistait, les conflits armés auxquels on assistait, n'est-ce pas, sont créés artificiellement par des pays étrangers. Et c'est dans ce contexte d'instabilité, c'est dans ce contexte, n'est-ce pas, de conflits intra-afghans qu'on va entendre parler pour la première fois des fameux talibans, c'est-à-dire à partir des années 95. Lorsqu'on va entendre parler pour la première fois des talibans, c'était dans un contexte élogieux. Je vous ai dit que depuis le départ des Russes, au début des années 90 jusqu'en 95-96, eh bien, l'Afghanistan était livré, pour ainsi dire, à une période chaotique de guerre civile, une période de corruption, une période d'instabilité politique, je l'ai dit, animée ou entretenue artificiellement par des mains étrangères. Ici, on parle de la main du Pakistan, on parle des Américains eux-mêmes, on parle, n'est-ce pas, de l'Iran. Et là, les talibans vont entrer en lice pour combattre la corruption. Les talibans vont entrer en lice justement pour pouvoir doter l'Afghanistan d'un régime nationaliste. Et le mot ici, il est important parce que les talibans sont entrés dans l'arène politique au nom du fait que l'Afghanistan perdait sa souveraineté, l'Afghanistan perdait le contrôle de ses ressources, l'Afghanistan perdait le contrôle de son territoire. Et les talibans sont entrés donc justement dans l'arène politique avec cet agenda au nom duquel ils allaient combattre la corruption, avec cet agenda au nom duquel ils allaient, n'est-ce pas, reprendre la souveraineté de leur territoire, reprendre la souveraineté de leur nation. Donc, les talibans, c'est un groupe nationaliste. Et en ce moment-là, et aujourd'hui encore, nous l'avons découvert un petit peu à la dure, les talibans ont joui de la légitimité populaire. Lorsque donc ils sont entrés dans l'arène politique pour combattre la corruption, eh bien la population afghane a applaudi à cela. Lorsque les talibans sont entrés, n'est-ce pas, dans l'arène politique pour recouvrer, pour reprendre la souveraineté nationale afghane, eh bien la population a applaudi. Et ils ont dit, puisque notre culture à nous est ancrée, n'est-ce pas, dans la religion islamique, nous allons mettre de l'avant nos valeurs musulmanes. Bon, c'est vrai que au regard de l'occidental,
C'est vrai que, au regard de ce qu'on appelle à tort ou à raison, mais de manière pompeuse, la modernisation, il y a certaines pratiques talibanes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. L'infériorisation de la femme, je ne suis pas d'accord avec ça. Le fait de priver, n'est-ce pas, la femme de son droit de s'éduquer, je ne suis pas d'accord avec cela. Il y a certaines pratiques qui me paraissent barbares, je suis sincère. Il y a certains châtiments, en particulier des châtiments corporels inspirés de la charia, qui me paraissent brutaux de ce côté-ci du globe. Mais au nom de l'autodétermination des peuples, je dois à chaque fois me contenir en me disant qui suis-je, moi, haïtien, pour imposer mon point de vue d'haïtien au peuple afghan. Si le peuple afghan, n'est-ce pas, se donne des talibans pour les diriger, je peux être en accord ou en désaccord avec certaines pratiques, mais au nom de la détermination des peuples, au nom de l'autodétermination des peuples, pardon, je dois me dire, chaque peuple a le droit de se donner l'État qu'il veut. Chaque peuple a le droit de se donner le gouvernement qu'il veut. Chaque peuple a le droit de se donner, n'est-ce pas, le régime qu'il veut, sans influence aucune d'une nation étrangère. Et là, dans cette instabilité, dans ce monde de corruption, dans ce monde chaotique, dans ce monde problématique dans lequel les talibans sont entrés, n'est-ce pas, en Afghanistan afin de redresser la barre, eh bien les fameux talibans ont découvert que les Américains n'étaient pas loin. Et c'est ainsi donc que Bin Laden va comprendre à l'évolution de l'actualité de l'Afghanistan, puisqu'il était accueilli en Afghanistan pour y combattre les Russes, eh bien, Ben Laden va comprendre que, eh bien, le grand Satan, c'est aussi les Américains. Et vous connaissez la fin de l'histoire, il va donc orchestrer ces attentats terroristes auxquels on va assister le 11 septembre 2001. Et donc, puisque Ben Laden et les talibans ont fait corps pour combattre l'influence américaine en Afghanistan, les Américains ayant subi les attentats terroristes du 11 septembre 2001, ont demandé aux Afghans de capturer et de livrer Ben Laden, de leur livrer Ben Laden, ce à quoi les talibans se sont refusés, et c'était le prétexte pour les Américains d'entrer donc en Afghanistan pour y rester pendant 20 ans jusqu'à ce retrait chaotique auquel on assiste, puisque toutes les troupes américaines vont quitter pour ne laisser au fait que 609, en tout cas moins de 700 soldats sur le territoire afghan. Voilà en gros, en des traits grossiers, me direz-vous, l'histoire de la crise moderne de l'Afghanistan. Pourtant, si cette histoire nous intéresse, c'est parce qu'elle peut nous enseigner beaucoup de leçons. Et je voudrais, en tant qu'afro-descendant, à partir de maintenant, vous proposer une lecture afrocentrique de la crise afghane à laquelle nous sommes en train d'assister. La première leçon que j'apprends et qui s'impose, n'est-ce pas, quant à moi, dans cette crise afghane, qui, comme je l'ai dit, remonte au moins dans les années 70, c'est qu'il faut faire attention, souvent, nous, les enfants d'un pays africain, les enfants d'un pays d'afro-descendants, il nous faut faire attention dans notre volonté de moderniser nos pays, sans nous assurer que la population marche au rythme de ces réformes très occidentales que nous voulons introduire. Vous vous souvenez qu'au début de l'émission, je vous avais parlé d'un certain roi, le roi Shah, qui, puisqu'il avait fait de belles études en France, puisqu'il était pétri de la culture française, puisqu'il était pétri de la culture occidentale, eh bien, lorsqu'il a accédé au pouvoir, lorsqu'il a accédé à la royauté dans son pays, il a voulu, ni plus ni moins, transformer l'Afghanistan en une espèce de la France de l'Asie centrale. Ces réformes dans son esprit étaient peut-être nobles.
il voulait, n'est-ce pas, accorder l'égalité des droits aux femmes comparées aux hommes. Il voulait, n'est-ce pas, que son pays entre dans la modernité et renonce, pour ainsi dire, à ses pratiques ancestrales, renonce, pour ainsi dire, à ses pratiques traditionnelles. En Occident, on applaudissait. Lorsqu'on suivait ça de loin, on disait, écoutez, voilà un homme qui a fait des études dans un pays occidental et qui veut retourner dans son pays, n'est-ce pas, puisqu'il est devenu roi, pour moderniser son pays. Sauf que, quand on introduit des réformes, si la population ne suit pas, eh bien, les gestes que l'on va poser n'auront aucune prise dans les pratiques de tous les jours. Et c'est ainsi donc que ce roi, malgré sa bonne volonté de moderniser son pays, va faire face à de la résistance jusqu'à être renversé par son propre cousin. Cette première leçon, n'est-ce pas, que je tire de la crise afghane, eh bien, c'est une leçon que je m'enseigne à moi-même. Et puisque je me l'enseigne à moi-même, moi qui vis à l'étranger, moi qui suis formé, n'est-ce pas, en terre étrangère, quand je regarde mon pays d'origine, Haïti, eh bien, je vois des zones d'ombre, je vois des zones, des pratiques politiques qui méritent d'être modernisées. Eh bien, m'inspirant de la crise afghane, je dois m'imposer cette question à chaque fois. Est-ce que dans ce désir de moderniser mon pays, est-ce que la population locale suivra? Est-ce que je ne vais pas plus vite que la musique? Car si je suis en politique pour servir, je dois veiller à ce que toutes les pratiques, toutes les propositions, tout ce que je suggère en termes de modernisation soit accepté et porte donc le sceau de la légitimité populaire. Autrement, je travaillerai en vain. Vous savez, l'Occident s'est donné pour pratique de former un certain nombre de ressortissants des pays noirs, de former un certain nombre n'est-ce pas, de ressortissants des pays afrodescendants, et une fois que ces ressortissants sont suffisamment formés à leur goût, donc une fois que ces ressortissants leur ressemblent parfaitement, ils disent, bon tiens, nous allons maintenant introduire ce ressortissant comme président, nous allons l'introduire comme ministre des Finances, nous allons l'introduire comme chef de gouvernement, car nous sommes sûrs alors que ce ministre-là, que ce chef d'État-là, que ce chef de gouvernement, parce qu'il est formé chez nous, il va exécuter notre agenda de modernisation, il va exécuter notre agenda culturel, en sorte qu'il va exporter tout simplement la culture occidentale vers son pays d'origine. Donc il y a une leçon d'humilité à apprendre. Et cette leçon d'humilité, je pourrais la tourner autrement. Les régimes politiques ne s'exportent pas. Les systèmes politiques ne s'exportent pas. C'est vrai que l'occidental fait la promotion de la démocratie, je veux bien. C'est vrai que l'occidental fait la promotion de l'égalité homme-femme, je suis parfaitement d'accord avec cela. Mais souvent, dans notre précipitation d'exporter un régime dans lequel nous avons été formés, un régime dans lequel nous avons vécu pendant un certain temps, nous oublions que la démocratie n'est pas un concept qui doit s'exporter tel quel. La démocratie, pour noble soit-elle, doit être instaurée au rythme de chaque population. Sauf que l'occidental, dans son arrogance, ne fait pas attention à cela. Il dit, ce ministre-là, il a été formé à Harvard, ce ministre-là, il a été formé à Oxford, ce ministre-là a été formé, n'est-ce pas, à Sorbonne. Eh bien, puisque c'est notre homme à nous, nous allons l'imposer à la suite de telles élections pour être le président ou le chef du gouvernement, ou dans le cas de l'Afghanistan, pour être le roi dans ce pays, car nous sommes sûrs alors qu'il va transformer son pays à notre image. Et c'est souvent là où le bas blesse, parce qu'on n'exporte pas un régime politique, on n'exporte pas un système politique. Troisième leçon à faire, c'est à apprendre, répétais-je, c'est d'éviter de porter un jugement sur le système de l'autre. Vous notez que à travers toute cette crise afghane,
À chaque fois qu'on va entendre parler des talibans, on va tout de suite associer les talibans au fait que ce sont des gens qui ne reconnaissent aucun droit aux femmes. Ce sont des gens qui ne veulent pas la scolarisation des femmes. Ce sont des gens qui veulent littéralement que les femmes laissent l'école à partir de 10 ans. Ce sont des gens, et c'est l'expression qui est utilisée, qui veulent ramener, n'est-ce pas, les Afghans au mode de vie du Moyen-Âge. Dit comme ça, on ne peut être contre le progrès. On a presque envie de se mettre du côté des Américains pour combattre les talibans. Mais, au nom de quoi nous sommes-nous autorisés à faire la leçon aux autres? Comment osons-nous nous arroger le droit de dire aux autres quel mode de vie avoir? C'est vrai, encore une fois, je suis d'accord avec le principe de l'égalité homme-femme. C'est vrai que je suis d'accord avec le principe de la scolarisation des jeunes filles. Eh bien, plus on est formé, plus on se réalise dans la vie homme et femme. Je suis d'accord avec ça. Mais qui suis-je, moi, pour dire à la population afghane qu'elle ne doit pas accepter le régime des talibans? Mais si les Afghans sont d'accord avec le mode de vie qui leur est proposé par les talibans, qui suis-je, moi, en tant que ressortissant d'un pays africain, en tant qu'haïtien vivant en Occident, qui suis-je pour dire je vais combattre les talibans car au 21e siècle, on ne devrait pas vivre comme cela? J'aime prendre cet exemple-là. Moi, je vis au Canada, mais quand je regarde le mode de vie des Américains, où il y a plus d'armes en circulation qu'il n'y a d'habitants, j'ai l'impression que les États-Unis sont une république de fous. Le 6 janvier dernier, lorsque j'ai assisté littéralement à cette prise d'assaut du Congrès américain par les partisans de Donald Trump, alors président sortant, encouragé justement par ce président sortant à prendre d'assaut les hommes et les femmes du pouvoir législatif. Mais de ce côté-ci du globe, lorsque je regardais cela en tant que ressortissant haïtien vivant au Canada, je disais, mais quelle république de fous! Mais je respecte le mode de vie des Américains, même si beaucoup de leurs pratiques me paraissent obsolètes. Mais les Occidentaux ne font pas souvent cette distinction-là. Les Occidentaux ne sont pas en mesure de se dire, écoutez, peut-être que leur mode de vie me choque, peut-être que certaines pratiques culturelles me choquent, mais c'est leur pratique culturelle. Si la population est d'accord avec ces pratiques-là, si la population est d'accord avec ce régime-là, si la population est d'accord avec les talibans, qui suis-je, moi, pour leur dire qu'ils ne devraient pas accepter les talibans? Nous avons vu cela en Égypte, vous vous souvenez, dans le contexte du printemps arabe, lorsque les Égyptiens ont renversé le régime de Moubarak et que par la suite, ils ont voté pour les frères musulmans et qu'ils ont élu un président issu du mouvement des frères musulmans. Eh bien, les Américains, les Occidentaux n'étaient pas d'accord avec cela. Ils ont alimenté l'instabilité en Égypte jusqu'à renverser ce président qui, comme on le sait, n'est-ce pas, est mort depuis. Est-ce que cette crise afghane va nous rappeler que le mode de vie de l'autre lui appartient au nom du principe de l'autodétermination des peuples? J'ai dit dans mon livre « Être noir, une fabrication occidentale », on dirait que l'Occident a une application asymétrique de la notion ou bien du principe de l'autodétermination des peuples. Quand il s'agit d'un pays occidental, les autres pays occidentaux vont respecter le droit de ce pays de se donner, de se doter de son régime à lui, de se doter de son système politique à lui. Tenez, pendant que j'y pense. Moi, lorsque je regarde les Britanniques qui, malgré le fait qu'ils se réclament de la démocratie, se donnent encore une famille royale.
Et que quand l'un des membres de cette famille royale se marie, eh bien, l'État britannique dépense énormément d'argent. Mais je regarde ça, je dis, mais ils m'ont l'air fous. Comment un pays qui se réclame de la démocratie peut-il encore entretenir, n'est-ce pas, une vieille tradition royale, en sorte que les Britanniques se sont forgés un principe à peine rationnel, à savoir que la reine règne mais ne gouverne pas, tandis que les Britanniques élisent un gouvernement ou bien un premier ministre. Je regarde cela. Je regarde les Windsor qui sont à la tête de l'Empire britannique depuis, bon Dieu, près de 1000 ans. Je dis, mais quelle gang de parasites! Mais si vous me demandez, est-ce que j'ai le droit de dire aux Britanniques de se débarrasser de leur reine? Mais ce n'est pas mon droit, je ne suis pas britannique. Mais est-ce que les Britanniques, eux, vont respecter le droit des Afghans de se doter d'un État qu'ils veulent bien au nom de l'autodétermination des peuples? Eh bien, la crise afghane, c'est aussi cela. Les Afghans, eh bien, malgré le fait que les Américains ont combattu les talibans pendant 20 ans, on a découvert que les talibans restaient très populaires. En sorte que déjà en 2018, donc il y a 3 ans de cela, la BBC, cette chaîne britannique, se rendait déjà à l'évidence que malgré le fait que les Occidentaux étaient toujours en Afghanistan et que pendant près de 20 ans, ils combattaient l'influence des talibans, eh bien, en 2018, la BBC faisait déjà le constat que les talibans continuaient à contrôler jusqu'à 80% du territoire afghan. Voilà un peuple qui dit: même si je subis l'influence étrangère, je veux garder mon droit de me doter d'un système que je choisis. Ce système-là peut ne pas plaire à tout le monde. Ce régime-là peut ne pas plaire à tout le monde, mais qu'à cela ne tienne, de même que les Américains choisissent le régime qu'ils veulent, de même que les Britanniques se donnent une reine, eh bien, est-ce que les Afghans, eux, ils n'auraient pas le droit de se dire, mais pour l'instant, nous sommes derrière les talibans. Même si leurs pratiques culturelles ne sont pas les pratiques occidentales, même si leurs traditions ne sont pas conformes aux traditions occidentales, toujours est-il que l'autodétermination des peuples doit être profitable aussi aux Afghans. Une autre leçon que j'ai tirée de cette crise afghane, et cette leçon-là, je souhaiterais tellement que les dirigeants de nos pays africains, les dirigeants de nos pays d'afro-descendants puissent la retenir. Il ne faut jamais compter sur l'appui des Occidentaux. Les Occidentaux, ils sont dans nos pays pour régler leurs propres affaires. Les Occidentaux, qu'on parle des Français, qu'on parle des Britanniques ici en Afghanistan, qu'on parle des Américains avant eux, n'est-ce pas, qu'on parle des Russes, eh bien, chez nous en Haïti, qu'on parle des Américains, des Français, des Canadiens, les Occidentaux ne sont jamais chez nous pour défendre des principes universels. Ça, c'est de la bouillie pour des chats. C'est des propos que l'on lance pour la consommation étrangère. Au renversement du président Jean-Bertrand Aristide en 2004, eh bien, les Nations Unies ont dit: nous allons entrer en Haïti pour aider au renforcement des institutions démocratiques. Eh bien, de 2004 à nos jours, citez-moi une seule institution démocratique qui a été renforcée par la présence des Nations Unies en Haïti. Pas une seule. Au contraire, nos institutions soi-disant démocratiques ont été affaiblies. Elles ont été phagocytées par les différents présidents qui se sont succédés sous l'influence justement des Nations Unies. Et donc cette leçon-là, nos politiciens doivent la retenir. Quand les Occidentaux entrent chez nous, ils n'y entrent pas pour défendre des intérêts démocratiques. Vous savez,
dans son premier discours qu'il a dû prononcer en marge de ce départ chaotique des Américains, Ben Laden a dit, pardon, pas Ben Laden, excusez, c'est un lapsus que vous aurez compris, Biden a dit, c'est un lapsus que je veux bien maintenir, eh bien, Biden, le président Joe Biden a dit, écoutez, nous les Américains, nous ne sommes pas entrés en Afghanistan pour y installer la démocratie, ça c'est les Afghans qui doivent le faire. Ah bon? Il me semble que il y a 20 ans, lorsque George Bush est entré en Afghanistan, il y est entré, vous vous souvenez, du titre de cette mission, au nom de la liberté immuable. Ils y sont entrés pour redonner au peuple afghan, n'est-ce pas, sa liberté et y installer des institutions démocratiques. Et rapidement, on a retrouvé en Afghanistan toutes sortes d'ONG qui se proposaient de donner aux femmes des droits égaux avec les hommes, sans tenir compte encore une fois des traditions des gens, sans tenir compte encore une fois des us et coutumes des Afghans. Et lorsque 20 ans plus tard, Ben Laden, je dois dire Joe Biden, n'est-ce pas? Vous savez, à chacun c'est terroriste. Si pour les Américains, eh bien, Ben Laden est un terroriste, eh bien, pour les Afghans, aujourd'hui, eh bien, le grand terroriste, c'est Biden. Et c'est pas pour rien que mon cerveau commet ce lapsus, n'est-ce pas? Sigmund Freud aurait parlé d'actes manqués. Eh bien, si pour Joe Biden, les Américains ne sont jamais entrés aux États-Unis, pardon, en Afghanistan pour y installer des institutions démocratiques, eh bien, pourquoi sont-ils entrés alors? Il me semble qu'ils étaient entrés en Afghanistan pour la démocratie, ils étaient entrés en Afghanistan, n'est-ce pas, pour la liberté, ils étaient entrés en Afghanistan pour les droits universels reconnus entre autres, n'est-ce pas, et promus par les Occidentaux. Mais 20 ans plus tard, le niveau de vie des Afghans ne s'est pas amélioré. Et donc la question à se poser, c'est pourquoi les Américains sont-ils entrés là-bas alors? Eh bien, on est encore en train de rassembler les données, et lorsque ces données seront prêtes, on apprendra que les Américains y étaient entrés peut-être pour l'opium. Les Américains y étaient entrés pour, n'est-ce pas, le pétrole. Déjà, en Afghanistan, il y a plusieurs entreprises occidentales qui se proposent, n'est-ce pas, d'exploiter le pétrole afghan. Donc, détrompons-nous, et surtout, je veux que nos politiciens africains, que nos politiciens afrodescendants retiennent cette leçon-là. Ne vous appuyez pas sur, n'est-ce pas, les Occidentaux pour vous maintenir au pouvoir, car au moment où ils décident de quitter, ils vont vous abandonner comme une vieille chaussette. Quelle ne fut la honte pour les Américains de constater que ce même palais dans lequel ils avaient installé un président qu'ils avaient soutenu militairement et soutenu financièrement, eh bien, dans ce même palais, les talibans qu'ils sont censés avoir chassés sont revenus et ils se sont installés dans ce même palais. Imaginez, ils sont entrés dans ce palais sans résistance aucune, en se servant des armes que les Américains fournissaient aux Afghans qui se battaient à leur côté, à eux les Américains, mais des Afghans qui ont finalement vu dans les talibans des frères et qui ont refusé de se battre contre les talibans et qui au contraire leur a livré des armes que les Américains leur avaient données. La crise afghane révèle à quel point la puissance militaire ne peut pas tout régler. Les Américains sont beaux être la plus grande puissance militaire, cela n'a pas empêché le gouvernement américain de Donald Trump de négocier directement avec les talibans, écoutez bien, dans le dos du gouvernement afghan qu'ils avaient eux-mêmes installé. Ça, c'est important de le retenir. Depuis qu'ils sont entrés en Afghanistan en 2001, tout ce qui se fait en Afghanistan est décidé par les Américains. Déjà, la constitution afghane a été écrite par les Américains.
Ils y ont installé une espèce de régime présidentiel à l'américaine, mais devant une certaine forme de résistance des Afghans, eh bien, eux-mêmes ont fait un accroc à la constitution qu'ils ont écrite pour installer à côté du président une espèce de chef de l'exécutif, une espèce de premier ministre, mais qui ne dit pas son nom. Ils ont créé un système présidentiel, mais avec une chambre bicamérale, n'est-ce pas, corrompue à l'os, en sorte que pour que quelqu'un soit nommé ministre en Afghanistan, il faut bien qu'il négocie en payant chaque député, en payant chaque sénateur, ce qui contribue à corrompre, n'est-ce pas, le pays plus qu'il ne l'était avant. Et devinez qui est-ce qui payait ces sénateurs, qui est-ce qui payait, n'est-ce pas, ces députés pour pouvoir, n'est-ce pas, acheter des postes de ministres, c'est encore les Américains. Alors les Afghans se sont dit, les Américains sont arrivés chez nous, soi-disant pour y installer la démocratie, ils sont arrivés chez nous, soi-disant pour combattre la corruption, mais le pays est encore plus corrompu qu'avant, le pays est encore plus insécure qu'avant. Eh bien, ce qu'il y a, nous allons nous tenir derrière les talibans, nous allons les soutenir. Voilà pourquoi, je l'ai dit, dès 2018-2019, la BBC constatait que 80% du territoire afghan était sous le contrôle des talibans. Devant ce constat, cette résistance passive, cette résistance têtue des Afghans, les Américains réalisent que l'armée ne peut pas tout régler. L'épée, comme disait Napoléon Bonaparte, on ne peut pas tout régler avec l'épée. Quand un peuple résiste à l'influence étrangère, quand un peuple choisit son mode de vie, quand un peuple, n'est-ce pas, se sent confortable dans ses traditions, eh bien, votre toute puissance militaire ne peut pas tout régler. Et à un moment donné, comme les autres en ont fait l'expérience, comme les Grecs en ont fait l'expérience, comme les Britanniques en ont fait l'expérience, comme les Russes en ont fait l'expérience, eh bien, c'était écrit dans le ciel que les Américains eux-mêmes allaient se casser les dents et qu'ils allaient devoir quitter la queue entre les jambes parce que les Afghans se dotent d'un régime à eux. Et donc je disais que cette leçon, nos politiciens dans nos pays devraient l'apprendre, à savoir ne pas compter sur les puissances étrangères. Car à un moment donné, les puissances étrangères vont quitter lorsque les intérêts de ces puissances étrangères-là auront été desservis. Les Américains ont été là pour le contrôle de l'opium, les Américains ont été là pour le contrôle du pétrole, et une fois qu'ils décident qu'ils doivent laisser, eh bien, peu importe les droits des femmes, peu importe, n'est-ce pas, ceux qui travaillaient pour eux, les Américains, peu importe leur sécurité, les Américains s'en foutent. Ce qu'il faut, c'est de laisser. Et on a vu dans quel cas où ils laissaient. Imaginez ces milliers d'hommes et de femmes qui ont collaboré avec les Américains, qui ont été leurs interprètes, qui ont travaillé dans leurs ONG, qui ont adopté leur mode de vie. Eh bien, les Occidentaux auraient dû avoir cette sensibilité-là, à savoir, est-ce qu'ils ne seront pas persécutés dans leur pays ? Joe Biden ne veut pas renoncer à la date du 30 août, à la date de retrait officiel des troupes américaines. Quand il faut quitter, il faut quitter. Les beaux principes, on s'en fout. De toute manière, on n'était pas là pour les beaux principes. On était là pour nos intérêts à nous. Enfin, vous savez quoi? Cela va vous étonner et ça va être mon mot de conclusion. Est-ce que je suis d'accord avec toutes les pratiques des talibans? Nullement. Est-ce que je suis pour l'égalité des droits entre hommes et femmes? 100%. Est-ce que je suis pour la scolarisation des femmes? 100%. Est-ce que les femmes sont inférieures aux hommes? Nullement. Est-ce que les femmes peuvent faire tout ce qu'elles souhaitent faire? N'est-ce pas? Je suis d'accord avec ça. Je suis père de 4 filles moi-même. Donc, je ne suis pas d'accord avec toutes les pratiques des talibans. Mais je voudrais féliciter les talibans pour au moins une chose. Ils veulent contrôler leur territoire. Ils disent, nous ne voulons pas d'influence étrangère.
Et c'est tout le peuple afghan que je dois féliciter. Ce peuple afghan qui a résisté à l'occupation russe. Ce peuple afghan qui a résisté à l'occupation américaine pendant 20 ans. Ce peuple dit, notre territoire nous appartient, nos ressources nous appartiennent, nos métaux précieux nous appartiennent, nos pierres précieuses nous appartiennent, notre pétrole nous appartient. C'est à nous de gérer notre territoire et nos ressources, et nous devons le faire comme nous l'entendons. Encore une fois, comme ressortissant haïtien vivant en Occident, le regard que je porte sur les pratiques afghanes porteront toujours la couleur haïtienne, ma culture haïtienne. Mais qu'à cela ne tienne, les Afghans n'ont pas à se préoccuper de ce qu'un Jean Fils-Aimé pense d'eux. Les talibans n'ont pas à se préoccuper de ce que les Occidentaux pensent d'eux. Si les Occidentaux ont le droit de gérer leur pays comme ils l'entendent, les Afghans ont le droit aussi de gérer leur territoire et leurs ressources comme ils entendent. Et au nom de cette humanité commune, tout ce que j'ai à faire, c'est de leur souhaiter bonne chance. Avons-nous cette sagesse de souhaiter bonne chance aux Américains dans le régime qu'ils se sont donné? Avons-nous cette sagesse de souhaiter bonne chance aux Français dans le régime qu'ils se sont donné? Nous sommes bien obligés d'avoir cette sagesse. Mais est-ce que les Occidentaux, les Américains, les Français, les Britanniques, les Canadiens, est-ce qu'ils ont cette sagesse de souhaiter bonne chance aux autres peuples dans le mode de vie qu'ils se donnent? Les Africains ont le droit de choisir le régime qu'ils veulent. Ils ont le droit de choisir les chefs d'État qu'ils veulent. Les Haïtiens ont le droit de choisir le président ou le premier ministre qu'ils veulent. C'est à ce point ridicule que nous n'avons même pas le droit en Haïti de choisir notre premier ministre. Nous n'avons même pas le droit en Haïti de dire quand est-ce que nous voulons avoir des élections. C'est les Américains qui décident pour nous. Ils l'ont fait en 1900, dans les années 1900, lorsqu'ils sont arrivés en 1915. 2 ou 3 ans plus tard, ils ont décidé d'écrire une constitution à notre place. Et depuis, n'est-ce pas, c'est eux qui dirigent par Haïtiens interposés. Eh bien, je pense que les Afghans ont une leçon à apprendre aux autres peuples. Quelle est cette leçon? Même si nous sommes plus faibles militairement, nous pouvons opposer une résistance à l'occupant et l'occupant sera obligé de nous laisser car notre territoire et nos ressources sont à nous et c'est à nous de les gérer. Puissions-nous, Africains, puissions-nous, Afro-descendants, retenir ces leçons que l'histoire nous enseigne. Puissions-nous retenir ces leçons que les Occidentaux sont en train de nous enseigner malgré eux. À savoir, ils n'ont pas d'amis. Quand vient le temps pour eux de nous abandonner, ils vont nous abandonner comme de vieilles chaussettes. La seule légitimité qui compte, et ce sera mon dernier mot, c'est la légitimité populaire. Je vais reprendre cela. Souvent, nous, comme politiciens africains ou comme politiciens afro-descendants, nous recherchons la légitimité occidentale, la légitimité française, la légitimité américaine. Dès que l'américain nous soutient, dès que le français ou le britannique ou le canadien nous soutient, n'est-ce pas, nous sommes heureux. La seule légitimité qui compte, c'est la légitimité populaire. C'est précisément ce qui a permis aux talibans de revenir au pouvoir. Ils n'ont peut-être pas la légitimité occidentale, ils s'en foutent. Ils vont essuyer des critiques pour leurs pratiques culturelles, ils s'en foutent. Mais là, personne ne peut leur contester la légitimité de la population afghane. Et c'est ce qui compte au nom de l'autodétermination des peuples. J'espère vous avoir été utile. J'espère que vous avez compris l'essentiel de cette crise afghane. J'espère surtout que cette crise afghane nous sert d'école et nous enseigne des leçons. Et j'espère enfin que nous allons mettre en pratique ces leçons-là en vue de l'autodétermination de nos peuples. Merci d'avoir été à l'écoute. On
va liker si nous avons aimé. Nous allons continuer à partager cette émission dans nos réseaux respectifs. Et vous l'avez noté, dans mon dernier livre, Être noir, une fabrication occidentale, j'ai un chapitre consacré à la notion de l'autodétermination des peuples. Je dis que l'une des raisons de nos retards économiques, l'une des raisons de nos retards sociaux, c'est parce que les nations étrangères ne nous laissent pas gérer par nous-mêmes nos territoires. Elles ne nous laissent pas gérer par nous-mêmes nos ressources. Ces nations-là font la promotion de l'autodétermination des peuples. Elles font cette promotion pour elles-mêmes, mais elles ont une approche asymétrique. S'agissant de nous, nous n'y avons pas droit à cette autodétermination des peuples. Eh bien, soyons comme le peuple afghan. Donnons-nous le régime et le système que nous aurons choisi sans nous préoccuper de la légitimité occidentale. Soyons au moins comme les talibans, pas dans toutes leurs pratiques. Préoccupons-nous de la légitimité de nos populations respectives sans nous préoccuper de la légitimité occidentale. Merci d'avoir été à l'écoute. Likons, partageons. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. On est ensemble. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.